La conscience, le mystère qui habite en nous. Vous entendez ceci en ce moment. Vous êtes conscient. Mais qu'est-ce que cette conscience qui perçoit le son de votre propre esprit réfléchissant sur lui-même? D'où vient-elle? Et où va-t-elle lorsque nous dormons profondément ou sombrons dans le coma? Pendant des siècles, philosophes, mystiques, neurologues et physiciens ont tenté de capturer ce phénomène invisible, cette lueur intérieure qui semble séparer l'être humain de toutes les autres formes de vie connues. Pourtant, personne n'a réussi à le décrire complètement. Et plus encore, personne n'a pu prouver avec exactitude scientifique ce qu'est réellement la conscience. Est-elle un produit du cerveau? Ou bien le cerveau n'est-il qu'une antenne qui la capte? Au XVIIe siècle, René Descartes affirmait « Je pense, donc je suis », croyant que l'esprit était une substance séparée du corps physique, une âme pensante. Aujourd'hui, malgré toute la technologie disponible, la science n'a toujours pas réussi à réfuter ni à confirmer totalement cette idée. Les avancées en neuroimagerie révèlent ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous pensons, ressentons ou nous souvenons. Mais aucune de ces machines n'a pu voir la conscience elle-même. Quand vous entendez votre nom, quand vous ressentez de la honte ou de la fierté, ou quand vous vous rappelez un moment de votre enfance, qu'est-ce qui est exactement conscient de ces phénomènes? Une région cérébrale, une combinaison chimique ou quelque chose au-delà de la biologie? Le neuroscientifique Giulio Tononi, de l'Université du Wisconsin, a proposé une théorie intrigante, la théorie de l'information intégrée, connue sous le nom de IET. Selon elle, la conscience naît de l'intégration complexe d'informations et pourrait, théoriquement, exister dans tout système suffisamment intégré et pas seulement dans les cerveaux humains. Cela signifierait qu'une intelligence artificielle avancée, ou même un groupe d'atomes interconnectés de manière spécifique, pourrait générer un certain niveau de conscience, une idée radicale, mais qui trouve un écho dans des expériences réelles, comme les récits de patients en état végétatif, qui, par résonance magnétique fonctionnelle, montrent des réponses cérébrales compatibles avec des intentions conscientes, même sans aucun mouvement visible. Une autre approche provient de la mécanique quantique. Des physiciens comme Roger Penrose et Stuart Hameroff ont proposé que la conscience pourrait avoir des racines quantiques dans les structures microscopiques des neurones appelées microtubules. Cette théorie, appelée ORC-OR, affirme que la conscience est un effondrement quantique contrôlé qui se produit dans le cerveau, suggérant que notre état mental n'est pas seulement le produit de la biochimie, mais de quelque chose qui touche les fondements mêmes de la réalité. Si cela est vrai, alors peut-être que la conscience est entremêlée avec le tissu de l'univers, comme la gravité, la lumière ou le temps. Mais pourquoi avons-nous une conscience et pourquoi semble-t-elle unique pour chaque être humain? Pourquoi certains souvenirs font-ils encore mal, même des années après? Et pourquoi certaines expériences nous transforment-elles profondément, comme si notre âme avait été touchée? L'étude de la conscience n'est pas seulement scientifique, elle est existentielle. C'est là, dans ce territoire éthéré entre neurones et poésie, que résident les plus grandes questions de toutes. Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Et que m'arrive-t-il lorsque le corps s'endort ou disparaît? Des recherches menées sur des méditants expérimentés, comme les moines tibétains étudiés par Richard Davidson, révèlent que certaines pratiques mentales peuvent modifier profondément l'activité cérébrale. Pendant des états de méditation profonde, le cerveau émet des schémas uniques d'ondes gamma, associés à des états d'hyperconscience. Cela suggère que la conscience peut être entraînée, élargie, peut-être même libérée des limites conventionnelles de la perception quotidienne. Mais qu'est-ce qui est exactement en train de s'élargir? Le moi, ou quelque chose de plus grand que le moi? Et si la conscience n'était pas un produit du cerveau, mais plutôt un océan invisible dans lequel le cerveau ne ferait que naviguer? C'est l'hypothèse défendue par de nombreux scientifiques post-matérialistes, comme le docteur Bernardo Kastrup, qui propose que la réalité est faite de conscience, et non l'inverse. Le corps serait un instrument, comme une radio, l'esprit, la mélodie qui traverse l'air invisible. Quand le corps s'arrête, la musique cesse-t-elle ou change-t-elle simplement de fréquence? La conscience est le miroir qui se regarde, la flamme qui illumine et se demande « D'où vient ma propre lumière ?» Peut-être ne saurons-nous jamais la réponse. Peut-être sommes-nous prisonniers du mystère lui-même. Mais peut-être
que le mystère est l'invitation même à s'éveiller. Le cerveau humain, un univers en miniature. Imaginez une structure de seulement 1,5 kg, composée d'environ 86 milliards de neurones, chacun capable de former jusqu'à 10 000 connexions synaptiques. Maintenant, pensez que cette structure, minuscule face à l'immensité du cosmos, est capable de concevoir l'idée même d'infini, de se rappeler l'enfance, d'inventer des langues, de rêver de Dieu, de créer des guerres, de sauver des civilisations et de se perdre en elle-même. Le cerveau humain est peut-être l'objet le plus complexe jamais identifié dans l'univers connu. Et malgré tous les progrès scientifiques, il demeure un mystère profond, un univers en miniature qui habite chacun de nous. La neuroscience a déjà réussi à cartographier de nombreuses zones fonctionnelles du cerveau. On sait que le cortex préfrontal est lié aux décisions, que l'hippocampe stocke les souvenirs, que le cervelet régule l'équilibre et le mouvement. Mais comment ces fonctions s'interconnectent-elles pour former une seule expérience continue de la réalité? Personne ne le sait vraiment. La question « Comment le cerveau transforme-t-il des impulsions électriques en pensées, sentiments ou imagination ?» plane encore sur les laboratoires comme une énigme sans clé. Il existe un abîme invisible entre le stimulus et le sens, entre la donnée neurologique et l'expérience subjective. La science observe les signaux, mais le sens reste voilé. Des études menées dans le cadre du projet Human Connectome, lancé par le National Institutes of Health aux États-Unis, tentent de cartographier toutes les connexions neuronales du cerveau, comme si elles étaient les routes d'une ville hyper complexe. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que chaque cerveau possède une empreinte digitale unique, avec des schémas de connectivité exclusifs. Cela explique pourquoi deux individus peuvent réagir de manière complètement différente au même stimulus, une musique, une couleur, un souvenir. Le cerveau n'est pas un simple miroir passif du monde extérieur. Il est un sculpteur silencieux qui modèle la réalité en fonction de filtres biologiques, émotionnels et historiques. Chaque esprit habite donc un univers propre, même s'il partage la même planète avec des milliards d'autres. Le cerveau ne fait pas canaliser, il ressent, il se souvient, il rêve. Pendant le sommeil paradoxal, par exemple, le cerveau reste aussi actif qu'en état d'éveil, mais il crée des réalités entières sans aucun apport extérieur. Des villes entières sont inventées, des personnes apparaissent, des émotions réelles envahissent le corps. Mais d'où viennent ces images? Pourquoi le cerveau rêve-t-il? Les théories évolutionnistes tentent d'expliquer les rêves comme des simulations de danger, des répétitions mentales pour affronter de futures menaces. Mais les rêves révèlent aussi des traumatismes, des désirs refoulés, des images symboliques inexplicables. Carl Jung croyait que l'inconscient collectif s'exprimait à travers les rêves. La science moderne n'a pas encore pu prouver ni réfuter totalement cette idée. Un autre mystère réside dans la mémoire. Qu'est-ce exactement qu'un souvenir? Et pourquoi certains disparaissent-ils avec le temps, tandis que d'autres restent gravés comme des tatouages dans l'esprit? Le neuroscientifique Eric Kandel, lauréat du prix Nobel, a démontré que les souvenirs à long terme impliquent des modifications physiques dans les synapses. Mais le stockage exact des souvenirs, en particulier les plus complexes, échappe encore à la cartographie cérébrale. De plus, nos souvenirs ne sont pas fidèles. Ils changent, ils mentent, ils se réécrivent à chaque remémoration. Cela signifie que notre identité, en grande partie façonnée par nos souvenirs, est elle aussi en reconstruction permanente. Il existe aussi des cas extrêmes qui défient toute explication conventionnelle. Des personnes avec des lésions sévères dans certaines parties du cerveau qui, étonnamment, continuent de fonctionner presque normalement. Ou encore des individus qui, après un accident, acquièrent des capacités mathématiques ou artistiques extraordinaires, comme dans le cas du syndrome du savant acquis. Comment expliquer cela? Quelles énigmes le cerveau dissimule-t-il dans ces labyrinthes qui ne se révèlent que dans des conditions anormales? Et si le cerveau était plus qu'un processeur d'informations? Et s'il était un pont entre le visible et l'invisible? Des recherches de pointe menées par l'université Yale et l'ETH Zurich explorent des modèles computationnels simulant la conscience et la prise de décision complexe. Pourtant, ces modèles sont encore loin de saisir l'expérience subjective, l'essence même de ce que signifie être quelqu'un. Le cerveau, bien qu'accessible au scalpel et au microscope, reste en grande partie inaccessible à la compréhension complète. Comme si cela ne suffisait pas, le cerveau s'adapte aussi de manière surprenante. La neuroplasticité,
la capacité du cerveau à modifier ses connexions en réponse à l'expérience, signifie qu'il est en transformation constante. Méditation, apprentissage, traumatismes ou émotions sculptent physiquement l'architecture neuronale. Ce que nous pensons et ressentons façonne littéralement notre cerveau. Cela nous conduit à un paradoxe fascinant. Nous façonnons l'esprit qui façonne notre perception du monde. Nous sommes des sculpteurs sculptés par la sculpture que nous sculptons. En fin de compte, tenter de comprendre le cerveau, c'est comme une étoile essayant de comprendre le ciel. Nous sommes faits de ce que nous essayons de percer. L'univers est là dehors, rempli de galaxies. Mais ici, à l'intérieur, sous le crâne silencieux, habite quelque chose d'aussi vaste, et peut-être encore plus méconnu. Le cerveau est un cosmos caché derrière les yeux, et chaque pensée que vous avez eue est venue de lui. Mémoire, fantômes et l'effet Mandela biologique. Avez-vous déjà eu la sensation de vous souvenir clairement de quelque chose qui n'est jamais arrivé? Un mot prononcé par quelqu'un, un objet à un endroit précis, une conversation, une image d'enfance, et pourtant lorsque vous confrontez ce souvenir à la réalité, il n'existe tout simplement pas. Et malgré cela, le souvenir reste net, comme un film gravé dans votre esprit, comme si quelque chose en vous insistait. Oui, cela est arrivé. Mais tout autour, on vous assure que non. Alors, dans le silence troublant du doute, surgit une question inconfortable. D'où viennent ces souvenirs qui paraissent réels, mais ne le sont pas? Sont-ils simplement erronés? Ou révèlent-ils quelque chose de plus profond sur la nature de l'esprit? Et peut-être même de la réalité? Ces phénomènes, appelés faux souvenirs, ne sont pas de simples erreurs de l'esprit. Ce sont des constructions solides, avec des détails, des émotions et une logique interne. Et ils ne se limitent pas à des cas isolés. En 2010, la psychologue Elizabeth Loftus, de l'Université de Californie, a mené une étude frappante. Elle a réussi à implanter chez des participants de faux souvenirs de s'être perdus dans un centre commercial lorsqu'ils étaient enfants, en leur racontant simplement une histoire inventée à partir de suggestions. Et le plus impressionnant, beaucoup ont commencé à se rappeler spontanément de détails supplémentaires, comme l'odeur d'un magasin, le bruit des voix ou les vêtements qu'ils portaient. La mémoire, dans ce contexte, s'est révélée malléable, manipulable et profondément vulnérable à l'influence extérieure. Cette capacité de l'esprit à combler les vides par l'imagination est un mécanisme adaptatif. Le cerveau déteste le vide. Lorsqu'il n'a pas de certitude, il crée. L'hippocampe et le cortex préfrontal, responsables de la consolidation des souvenirs, fonctionnent comme scénaristes et monteurs, et parfois comme auteurs de fiction. Mais que se passe-t-il lorsque, collectivement, des milliers de personnes partagent le même souvenir erroné? C'est là qu'intervient l'étrange phénomène connu sous le nom de effet Mandela. Le terme est apparu lorsque de nombreuses personnes affirmaient se souvenir clairement que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980, alors qu'en réalité, il a été libéré en 1990 et a vécu jusqu'en 2013. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que ces personnes ne se souvenaient pas seulement de sa mort, mais aussi de bulletins télévisés, de reportages et de réactions mondiales qui n'ont jamais eu lieu. Depuis, de nombreux autres exemples populaires ont émergé. La queue de Pikachu que beaucoup jurent être noire, elle ne l'est pas. Le logo de la marque Fruit of the Loom, avec une corne d'abondance qui n'a jamais existé. Ou encore la phrase « Miroir, mon beau miroir » de Blanche-Neige, qui est en réalité « Magic Mirror on the Wall ». Comment expliquer cette convergence de faux souvenirs partagés? La science traditionnelle l'attribue au pouvoir de la suggestion, aux erreurs cognitives et aux reconstructions culturelles. Mais il existe des théories plus audacieuses. Certains suggèrent que ces anomalies seraient des signes d'univers parallèles, des réalités alternatives où les versions antérieures des faits se seraient déroulées autrement et dont des fragments persisteraient dans l'esprit collectif. Cette idée, bien qu'improbable d'un point de vue académique, rejoint des intuitions philosophiques et des questionnements quantiques sur la nature du temps et de l'existence. Le neuroscientifique Daniel Schacter, auteur de The Seven Sins of Memory, a classé les erreurs de la mémoire en 7 catégories: la transitoire, la distraction, le blocage, la mauvaise attribution, la suggestibilité, la distorsion et la persistance. Selon lui, ces failles révèlent en réalité le fonctionnement créatif de l'esprit. Les souvenirs ne sont pas des enregistrements, ce sont des reconstructions. Chaque souvenir que nous consultons est réécrit, comme un fichier numérique qui perd des pixels à chaque édition.
Cela signifie que même nos souvenirs les plus chers, ce rire d'enfant, cette odeur particulière, ce visage au coucher du soleil, ne sont peut-être plus exactement tels qu'ils se sont produits. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux. Des personnes atteintes du trauma syndrome du faux souvenir en arrivent à avouer des crimes qu'elles n'ont jamais commis, convaincues par de longues séances d'interrogatoire ou d'hypnose. Certaines présentent même des réactions physiologiques, comme la tachycardie ou la sudation en revivant la scène, alors que tout n'était qu'une invention ultérieure. Comment distinguer alors un souvenir véritable d'un souvenir fabriqué? Existe-t-il un marqueur biologique de l'authenticité? Jusqu'ici, la réponse semble être non. Il existe aussi le phénomène de la mémoire implicite, des souvenirs qui influencent notre comportement même si nous n'en sommes pas conscients. Un traumatisme oublié qui nourrit une peur, une musique ou un parfum qui évoque une tristesse sans que nous sachions pourquoi. Ce sont des souvenirs qui vivent dans l'ombre de l'esprit, influençant silencieusement le présent. Au bout du compte, la question qui résonne est « Si les souvenirs sont instables, qui sommes-nous, nous qui nous définissons par eux? Peut-être ne sommes-nous que des histoires en réécriture constante, ou peut-être sommes-nous la conscience qui observe ces histoires, même quand elles faillent. En fin de compte, entre souvenirs réels, inventés et partagés, l'esprit continue de murmurer des fragments d'un passé qui n'a peut-être jamais existé. Et cela, en soi, est profondément humain. Intuition, la science du pressentiment. Avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas, sans avoir la moindre preuve? Déjà décidé de ne pas entrer dans un endroit, de ne pas prendre un chemin ou de ne pas faire confiance à quelqu'un sans savoir exactement pourquoi, et ensuite découvert que vous aviez raison. Cette sensation mystérieuse, cet avertissement intérieur qui semble surgir de nulle part, est ce que nous appelons intuition. Pendant longtemps, elle a été attribuée au mysticisme, à la spiritualité ou au hasard. Mais ces dernières décennies, la science a commencé à étudier ce phénomène sérieusement, et ce qu'elle a trouvé est encore plus intriguant. L'intuition peut être décrite comme une connaissance qui surgit sans raisonnement logique, ni déduction consciente. Quelque chose que nous sentons savoir, sans savoir comment nous le savons. Pour le cerveau, cela implique une série de processus ultra rapides et silencieux. En 2008, des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne ont démontré que le cerveau peut prendre des décisions jusqu'à 7 secondes avant que nous en soyons conscients. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ils ont montré que des schémas d'activité cérébrale pouvaient prédire les choix des participants avant même qu'ils ne sachent eux-mêmes ce qu'ils allaient choisir. Cela suggère qu'à un certain niveau, le cerveau a déjà décidé, avant même que la pensée consciente ne commence. Une autre étude menée par Joel Pearson, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, a révélé que des stimuli visuels subliminaux, des images si rapides qu'elles ne sont pas perçues consciemment, influencent malgré tout les décisions des individus. Même sans voir, le cerveau réagit. Même sans savoir, quelque chose en nous sait. L'intuition pourrait alors être la surface d'un océan profond de traitements inconscients, une sagesse corporelle accumulée au fil de millions d'années d'évolution. Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, a défini 2 systèmes de pensée dans le cerveau. Le système 1, rapide, intuitif et automatique, et le système 2, lent, analytique et délibéré. La majorité des décisions du quotidien, en particulier dans des situations de risque, d'urgence ou d'émotions intenses, sont prises par le système 1. Et bien qu'il soit sujet à des erreurs, il porte aussi en lui la sagesse des expériences passées et des schémas invisibles que le cerveau reconnaît sans que nous en ayons conscience. Imaginez un pompier expérimenté entrant dans un bâtiment. Il sent que quelque chose ne va pas. Il n'y a ni fumée, ni chaleur excessive. Mais il recule. Quelques instants plus tard, le plafond s'effondre. Était-ce de la chance? Était-ce de l'expérience? Ou était-ce l'intuition? Des études menées auprès de professionnels de haut niveau, comme les joueurs d'échecs, les chirurgiens et les pilotes, montrent que les meilleurs ne se contentent pas de penser vite. Ils ressentent vite. Ils captent des nuances imperceptibles, intègrent des milliers de signaux minuscules et décident avec précision, même sans savoir comment. Mais l'intuition n'est pas infaillible. Elle peut être déformée par les peurs, les préjugés, les traumatismes. Un visage familier peut sembler digne de confiance, alors qu'il ne l'est pas. Un ton de voix peut sembler menaçant, alors qu'il ne l'est pas. C'est pourquoi de nombreux scientifiques recommandent un équilibre.
faire confiance à l'intuition mais la confronter autant que possible aux preuves. Et pourtant, il existe des expériences qui défient toute explication rationnelle. Des mères qui savent que leurs enfants sont en danger, même à des milliers de kilomètres. Des personnes qui se réveillent en sursaut quelques minutes avant qu'un désastre n'arrive. Des intuitions collectives, comme des pressentiments de tremblements de terre ou d'accidents avant qu'ils ne surviennent. La science, dans ces cas, hésite encore entre coïncidence et complexité, mais elle ne nie pas le phénomène. Elle admet simplement qu'elle ne le comprend pas entièrement. Il existe aussi ce que l'on appelle l'intelligence du cœur. L'Institut HeartMath, aux États-Unis, étudie l'hypothèse selon laquelle le cœur possède son propre système nerveux, un mini-cerveau avec environ 40 000 neurones, capables de percevoir, de traiter des informations et même d'envoyer des signaux au cerveau. Leurs recherches suggèrent que le cœur réagit à des stimuli émotionnels avant le cerveau conscient. Dans certaines expériences, le rythme cardiaque changeait même avant la présentation d'images perturbantes, comme si le corps prévoyait l'avenir. Cela nous conduit à une frontière mystérieuse entre physiologie et perception. L'intuition est peut-être l'écho de quelque chose que le corps a déjà capté, mais que l'esprit n'a pas encore traité. Ou peut-être est-elle davantage un pont entre l'esprit rationnel et une forme plus vaste de conscience, un savoir qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. En fin de compte, l'intuition reste un mystère fonctionnel. Elle agit, influence et sauve. Même invisible, même sans logique apparente, elle continue de murmurer dans les moments les plus décisifs. Et c'est peut-être dans ce silence que réside sa véritable voix. La douleur fantôme. Ressentir ce qui n'existe plus. Imaginez ressentir une douleur dans une jambe qui n'existe plus. Sentir des démangeaisons dans les doigts d'une main amputée depuis des années. Ou même bouger, en rêve, un bras qui ne fait plus partie du corps physique. Pour des milliers de personnes à travers le monde, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Une réalité silencieuse, gravée dans l'esprit et dans le corps, où la douleur persiste même lorsque la chair n'est plus là. Ce phénomène est connu sous le nom de douleur fantôme, et il défie la logique de l'anatomie, des neurosciences et de l'identité corporelle elle-même. Le terme a été utilisé pour la première fois par le médecin américain Silas Weir Mitchell pendant la guerre de sécession, en observant que des soldats amputés rapportèrent des douleurs intenses et des sensations vives dans des membres absents. Depuis, le phénomène a été largement documenté. Plus de 81% des amputés rapportent un certain type de sensation fantôme, qu'il s'agisse de douleur, de picotement, de chaleur, de froid ou de mouvement. Mais comment le corps peut-il ressentir quelque chose qui n'est plus là? La réponse commence dans le cerveau, plus précisément dans le cortex somatosensoriel, une zone du cerveau qui cartographie toutes les parties du corps comme un tableau sensible. Lorsqu'un membre est perdu, la carte cérébrale correspondante ne disparaît pas immédiatement. Elle reste active, en quête de signaux qui ne viennent plus. Cette absence d'input crée une confusion sensorielle, un vide que le cerveau tente de combler avec des souvenirs sensoriels antérieurs, souvent associés à la douleur. Ce qui était physique devient mental. Ce qui était réel devient un écho. Des études en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle montrent que le cerveau des personnes souffrant de douleurs fantômes continue d'activer les zones correspondant aux membres absents. Dans certains cas, le cerveau réorganise ses cartes, redirigeant les sensations d'une zone vers une autre. Par exemple, des patients amputés rapportent ressentir une douleur dans le bras fantôme lorsqu'on leur touche le visage. Cela s'explique par le fait que, dans la carte cérébrale, la région du visage est voisine de celle du bras, et le cerveau, plastique et adaptable, tente de réoccuper l'espace vide. Le neuroscientifique V.S. Ramachandran, l'un des pionniers de l'étude de la douleur fantôme, a mis au point une technique simple et révolutionnaire pour soulager ce type de douleur, la boîte à miroir. En plaçant le membre restant dans une boîte équipée de miroirs et en observant son reflet, le patient a l'illusion visuelle de posséder à nouveau le membre perdu. En bougeant ce reflet, le cerveau est trompé et, dans de nombreux cas, la douleur disparaît ou diminue. Cela démontre le pouvoir de l'esprit sur la perception physique et combien la douleur, en dernière instance, peut être une construction cérébrale aussi symbolique que réelle. Mais toutes les douleurs fantômes ne sont pas causées par des amputations. Des personnes ayant subi des lésions médulaires, mais qui conservent leurs membres intacts, rapportent également des douleurs
dans des zones du corps qui ont perdu leur sensibilité. C'est comme si le cerveau refusait d'accepter le silence venant du corps, et en réponse, générait des cris illusoires. La douleur, dans ce cas, est moins un signal de dommage physique qu'un appel à la connexion perdue. Dans une perspective plus philosophique, la douleur fantôme nous oblige à repenser les limites du corps et de l'esprit. Si nous pouvons ressentir ce qui n'est plus présent, que dit cela de notre relation au passé et à l'absence? Combien de douleurs que nous portons ne sont plus physiques, mais des échos émotionnels de quelque chose qui a existé et qui n'est plus? Combien de souvenirs font encore mal même s'ils sont déjà passés? Les neurosciences suggèrent que la douleur fantôme peut être traitée par la rééducation visuelle, les thérapies en réalité virtuelle, la stimulation électrique cérébrale ou même la pleine conscience. Mais le mystère demeure. Pourquoi certaines personnes ne ressentent jamais de douleur fantôme, tandis que d'autres vivent avec elles pendant des décennies? Existe-t-il un facteur psychologique, un profil neurologique particulier? Ou bien la douleur fantôme serait-elle la manifestation d'une mémoire plus profonde, une sorte de deuil corporel? En fin de compte, la douleur fantôme révèle une vérité troublante. Le corps ne s'arrête pas à la surface de la peau. Il continue d'exister dans le cerveau, dans la mémoire et dans la conscience. Nous continuons de ressentir ce que nous avons perdu. Nous continuons de porter en nous ce qui n'est plus là, comme si le corps, d'une certaine manière, refusait d'oublier sa propre existence. Auto-guérison, l'énigme de la régénération. Respirez profondément. En vous, à cet instant même, des millions de cellules meurent et sont remplacées. Des blessures invisibles sont réparées, des tissus renouvelés, des gènes activés. Silencieusement, votre corps travaille comme une armée de médecins microscopiques, sans que vous en ayez conscience. L'auto-guérison n'est pas magique. C'est une symphonie biologique raffinée par des millions d'années d'évolution. Mais le mystère réside dans ce qu'elle parvient encore à accomplir, lorsqu'elle ne devrait pas en être capable. Les cas de rémission spontanée, où des maladies graves disparaissent sans traitement, sont documentés depuis des siècles. Certains oncologues rapportent des patients atteints de cancers terminaux qui, sans chimiothérapie ni chirurgie, se sont simplement rétablis. En 1993, la médecin canadienne Caroline Myss a publié des études sur le pouvoir de la biographie émotionnelle dans la santé physique, mettant en évidence des corrélations entre traumatismes psychiques non résolus et maladies chroniques, et aussi entre réconciliation émotionnelle profonde et régression des symptômes. La science officielle avance avec prudence, mais les données existent. Le corps humain possède des mécanismes surprenants de régénération. Le foie peut se reconstruire presque entièrement, même après de grandes pertes. La peau se renouvelle tous les 28 jours. L'os se régénère, l'intestin se recompose, les muscles s'adaptent. Mais comment expliquer que certaines personnes parviennent à régénérer des fonctions neurologiques, même après des lésions cérébrales étendues? Le cas de Henry Molaison, célèbre patient HM, qui a perdu une partie de son hippocampe lors d'une opération et qui, malgré cela, a appris de nouvelles habiletés motrices sans former de nouveaux souvenirs déclaratifs, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension. Il existe des formes de mémoire et de récupération qui défient ce que nous pensions savoir. Les recherches sur l'effet placebo, où des patients reçoivent des substances inertes en croyant prendre des médicaments, montrent des effets cliniques réels: diminution de la douleur, amélioration de l'humeur, réduction des inflammations, jusqu'à des changements physiologiques mesurables. L'effet placebo n'est pas seulement psychologique. Il modifie des voies biochimiques, libère des endorphines, de la dopamine, module le système immunitaire. Le corps, lorsqu'il croit, guérit. Alors surgit une question troublante. Jusqu'où le système immunitaire, le système nerveux et l'émotionnel sont-ils entrelacés dans la capacité de guérison? Des scientifiques comme Candace Pert, pionnière de la neuroimmuno-endocrinologie, ont montré que les neurotransmetteurs n'agissent pas seulement dans le cerveau. Ils circulent dans tout le corps, reliant esprit, hormones et cellules de défense. Les émotions, dans ce sens, cessent d'être de simples sensations. Elles deviennent des messagères chimiques. Lorsque nous ressentons de l'espoir, de la peur, de la tristesse ou du pardon, nos systèmes internes réagissent, biologiquement. Il existe aussi des études sur les cas exceptionnels de la médecine. Des personnes qui, après des années de maladies incurables, connaissent des améliorations radicales après des expériences transformatrices. Réconciliation familiale,
rencontre spirituelle, immersion dans la nature, méditation profonde. Il ne s'agit pas de nier la médecine, mais de reconnaître qu'il existe des facteurs encore incompris qui influencent la santé et la régénération. La science a déjà prouvé que la méditation modifie l'expression génétique, réduisant les gènes liés au stress et augmentant ceux liés à l'immunité. Le docteur Jon Kabat-Zinn a démontré, avec le programme MBSR, réduction du stress par la pleine conscience, que des patients souffrant de douleurs chroniques, d'hypertension et de maladies auto-immunes ont présenté par des améliorations significatives grâce aux pratiques de présence consciente. Quelque chose change lorsque nous nous tournons vers l'intérieur. Mais où sont les limites? Pourquoi tout le monde n'arrive-t-il pas à se guérir? Pourquoi certaines maladies progressent-elles malgré la foi, l'amour, la médecine? La réponse réside peut-être dans la complexité des systèmes vivants que nous n'avons pas encore déchiffrés. Tous les organismes ne répondent pas de la même manière. Tous les facteurs ne sont pas sous contrôle. Mais ce qui demeure, c'est le mystère de la possibilité. Le corps, lorsqu'il est aligné avec l'esprit et avec l'environnement, semble capable pour réaliser des exploits extraordinaires. Au final, l'auto-guérison n'est pas un miracle. C'est l'intelligence de la vie opérant en silence. Une danse entre cellules, souvenirs, hormones et histoire. Un rappel que même dans les plus grandes douleurs, il existe des forces invisibles qui travaillent pour nous. Peut-être que le véritable mystère de la guérison ne réside pas seulement dans la biologie, mais que dans la façon dont nous choisissons de vivre à l'intérieur d'elle. Guérison spontanée et rémission miraculeuse. Imaginez une personne atteinte d'un cancer en phase terminale. Tous les examens confirment. Métastases multiples, cellules disséminées, espoir éteint. La famille fait ses adieux. Le corps se prépare à partir. Mais quelques semaines plus tard, la maladie commence à régresser. Les examens changent, les tumeurs disparaissent. Et les médecins, autrefois certains du verdict, restent silencieux face à l'impossible. Ce phénomène, rare mais documenté, est connu sous le nom de rémission spontanée, un événement si mystérieux qu'il défie les fondements mêmes de la médecine moderne. La littérature médicale rapporte des milliers de cas similaires. L'un des plus célèbres s'est produit en 1995, avec l'américaine Anita Moorjani. Diagnostiquée avec un lymphome de Hodgkin au stade 4, elle est entrée dans un coma profond, plusieurs organes en défaillance. Les médecins prévoyaient quelques heures de vie. Mais quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Elle s'est réveillée quelques jours plus tard, lucide, consciente, et a affirmé avoir vécu une expérience de mort imminente. En quelques semaines, ses tumeurs avaient disparu. La rémission fut si rapide et totale que les médecins n'ont jamais pu l'expliquer. Depuis, Anita partage son histoire comme un témoignage du pouvoir de la conscience, de l'acceptation et de l'amour de soi. Mais que dit la science? Comment cela est-il possible? En 2008, une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a analysé des cas de rémission spontanée du cancer et identifié des points communs. Beaucoup sont survenus après ou des changements radicaux d'état émotionnel, des expériences spirituelles profondes ou des épisodes de fièvre intense. Cela a conduit certains chercheurs à envisager la possibilité que le système immunitaire, dans des états d'activation extrême, puisse reconnaître et détruire des cellules cancéreuses jusque-là invisibles pour l'organisme lui-même. D'autres cas concernent des maladies auto-immunes, comme le lupus ou la sclérose en plaques, qui disparaissent ou se stabilisent inexplicablement après des années de progression. Il existe aussi des récits de régénération partielle de tissus considérés comme irréversibles, tels que les cartilages ou les rétines endommagées. Bien que rares, ces cas sont publiés dans des revues scientifiques comme le British Medical Journal ou The Lancet, souvent accompagnés de mentions prudentes telles que « sans explication définitive ». Certains scientifiques avancent l'hypothèse de l'épigénétique, l'étude de la façon dont l'environnement et le comportement peuvent activer ou désactiver des gènes. Selon cette théorie, un traumatisme émotionnel, un changement brutal de mode de vie ou même une expérience transcendante pourrait modifier la lecture et l'interprétation de l'ADN, déclenchant des réponses inhabituelles dans l'organisme. Des gènes endormis seraient réveillés, des mécanismes de réparation cellulaire activés, des cellules défectueuses détruites. Mais tout cela reste un territoire spéculatif. La médecine, traditionnellement sceptique face à tout ce qui n'est pas mesurable,
commence à prêter plus d'attention au rôle des émotions, de la foi et de l'intention Besius dans la santé. Le neuroscientifique Mario Beauregard, auteur de The Spiritual Brain, soutient que des états mentaux profonds, comme la prière, la méditation ou la contemplation aimante, peuvent modifier les marqueurs d'inflammation, réguler les neurotransmetteurs et influencer la récupération physique, non pas comme des miracles au sens religieux, mais comme des interactions encore mal comprises entre l'esprit et le corps. Mais il y a aussi l'autre côté de l'histoire. Toutes les rémissions ne durent pas. Certaines ne sont que temporaires, d'autres confondues avec des erreurs de diagnostic. C'est pourquoi la médecine, prudente, éthique, fondée sur des preuves, évite de romantiser ces événements. Pourtant, l'existence de cas bien documentés avec imagerie clinique et rapports prouvant la guérison défie le réductionnisme. Car, même s'il est impossible de bâtir un traitement sur des exceptions, les exceptions existent bel et bien. Que nous disent ces histoires? Peut-être que le corps humain recèle encore des pouvoirs que nous ignorons. Peut-être que l'esprit, libéré de la peur, active en nous des circuits endormis. Peut-être que vivre avec un but, une connexion et un abandon sincère produit des effets plus profonds que ce que nous savons mesurer. Au fond, les rémissions miraculeuses nous rappellent une vérité essentielle. Oui, la science guérit, mais parfois le mystère guérit aussi. Et dans ces instants, l'impossible devient le témoignage silencieux de l'immensité encore inexplorée de ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Le cœur a-t-il une mémoire? Il bat avant même que nous en ayons conscience, environ 100 000 fois par jour. Il propulse le sang, nourrit les cellules, soutient la vie. Le cœur est l'organe le plus symbolique de l'existence humaine. Et pendant longtemps, il a été considéré comme le siège de l'âme, du courage, de l'amour et de la vérité intérieure. La science, avec ses bistouris et ses microscopes, l'a redéfini comme une pompe hydraulique parfaite. Mais, et si les anciens avaient eu raison? Et si, même sans neurones comme le cerveau, le cœur gardait vraiment des souvenirs? En 2002, la revue médicale Journal of Near-Death Studies a publié un article relatant plusieurs cas de transplantés cardiaques qui ont commencé à manifester des traits de personnalité, des goûts et des habitudes qu'ils n'avaient jamais eus auparavant, mais qui appartenaient au donneur. Une fillette de 8 ans qui, après avoir reçu le cœur d'une autre enfant, a commencé à faire des cauchemars vifs de l'assassinat de sa donneuse et a aidé la police à retrouver le criminel. Un homme qui détestait la musique classique et qui, après sa greffe, s'est mis à pleurer en écoutant Chopin, découvrant plus tard que son donneur était un jeune pianiste. Coïncidence, suggestion psychologique ou quelque chose de plus profond? La médecine traditionnelle hésite à accepter ces récits comme preuve, mais les témoignages continuent d'apparaître, trop cohérents pour être totalement ignorés. La cardiologue américaine Paul Pearsall, dans son livre The Heart's Code, a interrogé des dizaines de patients greffés et a observé des schémas émotionnels répétitifs, changements soudains de comportement, de vocabulaire, voire de sentiments précis. Dans de nombreux cas, les patients affirmaient sentir leur donneur, comme si le cœur venait avec un bagage silencieux. Cela a conduit à un champ de recherche controversé, mais en expansion, la neurocardiologie. Les scientifiques ont découvert que le cœur possède environ 40 000 neurones, un système nerveux propre appelé le cerveau du cœur. Il peut traiter des informations, prendre des décisions indépendantes du cerveau et envoyer en permanence des signaux au système nerveux central. Environ 80% des communications entre le cœur et le cerveau, via le nerf vague, vont du cœur vers le cerveau, et non l'inverse. Cela signifie que le cœur ne fait pas qu'obéir. Il commande. Il influence le cerveau, les émotions, les pensées. L'Institut HeartMath aux États-Unis a mené des études fascinantes sur la cohérence cardiaque, un état physiologique d'harmonie entre le rythme cardiaque, le système nerveux et les ondes cérébrales. Pendant des émotions comme la gratitude, la compassion et l'amour profond, le cœur adopte un rythme plus ordonné, qui résonne dans tout le corps, équilibre les hormones, renforce le système immunitaire et produit de la clarté mentale. L'émotion dans ce scénario n'est pas seulement ressentie dans le cœur, elle naît là. Mais quel est le lien avec la mémoire? Les souvenirs ne sont pas uniquement des images mentales, ce sont aussi des codes émotionnels. Chaque souvenir fort est imprégné de battements, de contractions musculaires, de schémas hormonaux et de réponses cardiaques. Le premier amour, la perte d'un être cher, la naissance d'un enfant.
Tous ces événements n'ont pas seulement marqué le cerveau. Ils ont y sculpté le cœur, inscrivant une sorte de signature énergétique qui peut-être y demeurer, comme une cicatrice invisible. L'idée que le cœur garde des souvenirs fait écho aux traditions anciennes. Dans l'Égypte antique, le cœur était pesé après la mort pour déterminer la pureté de l'âme. Dans de nombreuses cultures autochtones, il est vu comme le centre de sagesse du corps. Et peut-être que la science commence seulement à comprendre ce que ces cultures avaient déjà pressenti. Le cœur est plus qu'un muscle, c'est un gardien silencieux. Qu'il s'agisse de mythes, de métaphores ou de vérités physiologiques, une chose est certaine. Le cœur réagit au monde avec une émotion immédiate. Il s'accélère avec la peur, ralentit au contact de l'être aimé. Il se brise dans la douleur, littéralement. Le syndrome du cœur brisé ou cardiomyopathie de Takotsubo est une condition réelle où des traumatismes émotionnels intenses provoquent une insuffisance cardiaque réversible. Ce que nous ressentons influence ce que nous sommes, et le cœur ressent en premier. Au final, nous ne savons pas encore si le cœur pense, mais nous savons qu'il se souvient, qu'il réagit, qu'il bat avec plus que du sang, avec des histoires, des mémoires sans mots, avec la sagesse ancienne du corps. Peut-être qu'un jour la science prouvera que oui, le cœur a une mémoire, ou peut-être continuera-t-il simplement à nous le dire, en silence, à chaque battement. Microbiome, le deuxième cerveau, caché dans l'intestin. En vous se trouve une forêt invisible, un écosystème dense et vibrant, composé de trillions d'êtres microscopiques. Bactéries, virus, champignons, archaea, une multitude silencieuse, vivant dans un équilibre délicat, façonnant votre santé, votre esprit, vos émotions. Cet univers interne est appelé le microbiome humain, et il n'est pas seulement en vous, il fait partie de vous, surtout dans l'intestin, où réside ce que les scientifiques appellent aujourd'hui le deuxième cerveau. Pendant longtemps, l'intestin a été considéré uniquement comme un tube digestif, avalé, traité, absorbé et éliminé. Mais cette vision a radicalement changé au début du XXIe siècle, lorsque des études ont révélé que le tube digestif abrite plus de neurones que la moelle épinière, environ 100 millions de cellules nerveuses, interconnectées, formant ce que l'on appelle le système nerveux entérique. Ce système est capable de fonctionner indépendamment du cerveau central, régulant des processus complexes comme la digestion, la libération d'hormones et même certaines réponses immunitaires. Mais il y a plus surprenant encore. L'intestin parle au cerveau et influence une partie de l'esprit. Par le nerf vague, la communication entre le cerveau et le système digestif est constante et bidirectionnelle. Mais 90% de cette communication circule de l'intestin vers le cerveau, et non l'inverse. Cela signifie que ce qui se passe dans votre intestin peut modifier votre perception du monde, votre humeur et même vos pensées. Des études publiées dans des revues comme Nature et Science ont démontré que la composition du microbiome influence directement l'humeur, l'anxiété et même des maladies comme la dépression ou l'autisme. En 2013, des chercheurs de l'UCLA ont montré que des femmes ayant consommé des probiotiques pendant 4 semaines présentaient des changements significatifs dans l'activité cérébrale des zones liées au traitement émotionnel. Dans une autre expérience, des souris élevées en environnement stérile, sans bactéries, ont développé un comportement anxieux et des déficits cognitifs, disparus après une transplantation fécale provenant d'animaux sains. Ces découvertes ont donné naissance au champ de la psychobiotique, l'étude de la façon dont les micro-organismes intestinaux affectent le comportement et la santé mentale. On sait déjà, par exemple, que certaines bactéries produisent adéquats neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le GABA, les mêmes responsables de la régulation de l'humeur, du plaisir et du calme. Plus de 90% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin. Le bien-être serait donc une question de flore, et pas seulement de philosophie. Ce que nous mangeons, la façon dont nous vivons, ce que nous ressentons, tout influence cet écosystème interne. Le stress prolongé modifie l'équilibre des bactéries intestinales, favorisant la prolifération d'espèces inflammatoires. Les régimes ultra-transformés, pauvres en fibres, réduisent la diversité microbienne, un facteur fortement associé à des maladies comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies auto-immunes et même certains cancers. En revanche, les aliments fermentés riches en fibres et en polyphénols,
comme le yaourt nature, le kéfir, le kombucha, l'ail, l'oignon et les légumes colorés, nourrissent les bonnes bactéries et aident à restaurer l'équilibre perdu. Mais le mystère va au-delà de la digestion et de l'immunité. Dans des expériences de transplantation fécale, provenant de patients dépressifs vers des animaux sains, les animaux ont commencé à présenter des symptômes comportementaux similaires à ceux des donneurs. Cela suggère que les micro-organismes transportent non seulement de l'information génétique, mais aussi des schémas émotionnels, biochimiques et peut-être même des mémoires adaptatives. En un sens, ils possèdent leur propre intelligence. Certains scientifiques vont plus loin et proposent que le microbiome soit une extension de notre système nerveux, une interface évolutive entre l'environnement externe et l'intérieur du corps. Après tout, ces créatures microscopiques sont avec nous depuis la naissance. Certaines viennent du corps de la mère, d'autres du lait maternel, de l'environnement, du contact humain. Elles nous reconnaissent, elles ont évolué avec nous. Et peut-être, à un niveau profond, nous aident-elles à décider qui nous sommes. Certains affirment que nous ne sommes que 10% humains en termes cellulaires, puisque la majorité des cellules de notre corps sont microbiennes. Et pourtant, nous nous sentons indivisibles, uniques. Mais la vérité est que nous sommes des colonies conscientes, des symphonies cellulaires, des écosystèmes ambulants. Et lorsque nous prenons soin de ce deuxième cerveau, quelque chose en nous se réorganise. La digestion s'améliore, le sommeil s'approfondit, l'anxiété s'apaise, l'esprit se calme. Au final, le microbiome nous rappelle que l'intelligence de la vie ne réside pas seulement dans la pensée, mais dans la connexion. Et que, bien souvent, les réponses que nous cherchons dans le ciel se déroulent en nous, invisiblement, entre les replis de l'intestin et les murmures des bactéries. L'énergie humaine, électricité, magnétisme et vibration. Fermez les yeux un instant. Respirez lentement. Sentez votre corps en silence. Imaginez maintenant que sous cette immobilité apparente, des champs invisibles sont générés à chaque seconde. Des courants électriques glissent le long de vos nerfs. Des particules chargées vibrent en synchronie. Votre cœur émet un champ magnétique. Votre cerveau, une fréquence électrique. Vous êtes, littéralement, de l'énergie en mouvement. Et ce mouvement est mesuré, étudié et, sous de nombreux aspects, encore méconnu. La biologie moderne reconnaît que tout le fonctionnement du corps est régi par la bioélectricité. Chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque contraction musculaire dépend de flux d'ions, principalement sodium, potassium, calcium et magnésium, qui créent des impulsions électriques. Le cerveau, par exemple, fonctionne comme un réseau électrique vivant, avec des milliards de synapses envoyant des signaux en motifs complexes. Et ces motifs sont des ondes, détectées par électroencéphalogramme. Ondes alpha, bêta, θ, delta, chacune associée à un état de conscience particulier. Mais peut-être l'aspect le plus mystérieux est-il ce qui émane du cœur lui-même. Des études menées par l'Institut HeartMath ont révélé que le cœur produit un champ magnétique, environ 100 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ peut être détecté jusqu'à 3 mètres de distance. Et le plus surprenant, il varie selon les émotions. Les sentiments d'amour, de compassion ou de colère modifient la cohérence de ce champ, influençant non seulement le fonctionnement interne du corps, mais aussi la façon dont nous interagissons avec l'environnement et possiblement avec les autres personnes. Ce champ magnétique humain, appelé champ biomagnétique, est étudié dans le cadre de la magnétobiologie, une discipline émergente qui analyse comment les organismes vivants produisent et répondent aux champs magnétiques. Et il existe déjà des preuves que les cellules, les tissus et même des organismes entiers réagissent différemment lorsqu'ils sont exposés à certains champs électromagnétiques spécifiques. Certaines expériences démontrent que certains types de champs à basse fréquence peuvent accélérer la régénération cellulaire, stimuler la croissance osseuse ou moduler le système immunitaire. Le corps humain, dans ce contexte, fonctionne comme un circuit vivant, avec des rythmes, des fréquences et des résonances. Tout vibre. Chaque cellule a une fréquence particulière. Chaque organe émet des oscillations. La voix humaine est une signature vibratoire unique. Et lorsque nous tombons malades, ces fréquences se modifient. Un phénomène étudié par des domaines comme la bioacoustique médicale et la thérapie vibratoire qui cherchent à restaurer la santé
en réharmonisant le corps par le son, la lumière ou les chants subtils. Mais tout ne se mesure pas avec des machines. Il existe des sensations que tout le monde connaît, mais que peu peuvent expliquer. Le frisson en entrant dans un lieu chargé, l'intuition que quelqu'un nous observe, la connexion inexplicable entre deux personnes qui n'échangent pas de mots, mais partagent une émotion intense. Ces expériences subjectives pourraient être liées au champ électromagnétique humain, même si la science traditionnelle évite de définir ce qui n'est pas reproductible. Malgré cela, des chercheurs comme Beverly Rubik et James Oschman soutiennent que le corps possède un champ énergétique subtil, encore mal compris, mais essentiel à la santé intégrale. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, la vibration comme fondement de la vie. En physique quantique, les particules subatomiques ne sont pas seulement des choses, mais des oscillations dans des champs énergétiques. Cela signifie que la matière, au niveau le plus fondamental, est vibration, ce que nous appelons corps, chair, pensée, et rythme, et danse, et fréquence. Peut-être alors que la santé n'est pas seulement un équilibre biochimique, mais l'harmonie entre toutes les vibrations qui composent l'être. Les cultures anciennes l'avaient déjà pressenti. Les chakras de la tradition indienne, les méridiens de la médecine chinoise, les points d'énergie du chamanisme, tous parlent de flux invisibles reliant le corps, l'esprit et l'âme. Aujourd'hui, même sans valider pleinement toutes ces traditions, la science commence à percevoir que le système vivant sont plus que des molécules et des mécanismes. Il existe un champ, un pouls, une énergie, et vous, en respirant maintenant, êtes plongé en lui. Votre corps vibre, votre esprit oscille, votre cœur émet de la lumière, et peut-être, plus qu'un simple générateur d'énergie, vous en êtes fait. C'est l'énigme du sommeil. Pourquoi avons-nous besoin de dormir? Fermez les yeux. Le monde disparaît. La gravité de la conscience s'efface. Le corps se tait, mais à l'intérieur, le cerveau s'illumine en rythme et en couleur qu'aucun œil ne voit. Vous rêvez. Et puis, des heures plus tard, vous vous réveillez, comme si vous aviez été rendu à l'existence. Chaque jour, nous répétons ce cycle. Et pourtant, la science n'a toujours pas réussi à répondre avec précision. Pourquoi dormons-nous? Pendant des décennies, on a pensé que le sommeil était un moment de repos, une mise en pause temporaire du corps et de l'esprit pour économiser de l'énergie. Mais cette idée s'est effondrée lorsque l'on a découvert que le cerveau, pendant le sommeil, reste aussi ou parfois plus actif que pendant l'état d'éveil. Le sommeil, à ce qu'il semble, n'est pas une coupure. C'est une phase alternative de la conscience, complexe, composée de cycles, d'étapes et de fonctions encore méconnues, divisée en 5 stades, le plus célèbre étant le sommeil paradoxal, REM. Caractérisé par les mouvements rapides des yeux, le sommeil est un voyage à travers différents niveaux d'activité cérébrale. Durant ce stade REM, les yeux bougent sous les paupières, les muscles se paralysent et les rêves les plus vifs se déroulent. Mais que fait exactement le cerveau durant ces cycles? Les recherches de Matthew Walker, l'un des plus grands spécialistes en neurosciences du sommeil, ont révélé que, pendant le sommeil profond, le cerveau effectue un véritable nettoyage interne. Un système récemment découvert, appelé système glymphatique, se met en marche pour éliminer les toxines, les protéines mal repliées et les déchets métaboliques accumulés au cours de la journée. C'est ainsi que des substances liées à la maladie d'Alzheimer, comme la bêta-amyloïde, sont drainées. Dormir est donc, littéralement, une désintoxication de l'esprit. Mais le sommeil ne fait pas que nettoyer. Il consolide les souvenirs, réorganise les informations, stimule la créativité et régule les émotions. Les personnes privées de sommeil deviennent irritables, perdent leur concentration, voient leur capacité de décision altérée et peuvent même souffrir d'hallucinations. Dans des expériences, des individus privés de sommeil plus de 72 heures ont commencé à perdre la distinction entre le réel et l'imaginaire. Le cerveau, sans sommeil, s'effondre. Et ce n'est pas seulement l'esprit qui souffre. La privation chronique de sommeil est associée au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité, à la dépression et même à certains cancers. Le sommeil est en vérité un médicament naturel que le corps fabrique, mais il n'agit que si nous nous permettons d'y plonger. La question demeure, si le sommeil est si vital, pourquoi ne pouvons-nous pas y accéder consciemment? Pourquoi devons-nous nous éteindre pour qu'il se produise?
La réponse pourrait résider dans la nature même de la conscience. Le sommeil semble être une sorte de réinitialisation neurologique, où les processus conscients sont suspendus afin que l'organisme puisse se réorganiser, comme un système d'exploitation qui doit redémarrer pour mieux fonctionner. Et les rêves, pendant le sommeil REM, le cerveau active des régions comme l'hippocampe, mémoire, l'amygdale, émotion, et le cortex visuel. Mais curieusement, il désactive le cortex préfrontal dorsolatéral, responsable du raisonnement logique. Cela explique pourquoi les rêves peuvent sembler absurdes, mais absolument réels au moment où nous les vivons. Ils nous montrent des images symboliques, des scénarios impossibles, des mélanges de temps et de lieux qui paraissent receler des messages cachés. Sigmund Freud croyait que les rêves révélaient des désirs refoulés. Carl Jung y voyait la langue de l'inconscient collectif. La science moderne, elle, n'a toujours pas d'explication définitive. Des chercheurs comme Antonio Zadra et Robert Stickgold avancent que les rêves constituent une sorte de laboratoire mental, un environnement simulé où nous traitons nos émotions, testons des idées et affrontons des peurs sans danger réel. Une sorte de répétition nocturne pour la vie éveillée. D'autres pensent que les rêves ne sont que du bruit, des sous-produits du cerveau activé. Mais peut-être qu'ils sont davantage. Curieusement, dans toutes les cultures humaines connues, les rêves ont toujours été considérés comme des messages, des visions, des rencontres avec le divin. Peuples indigènes, mystiques, moines et prophètes ont décrit les rêves comme des portails, des avertissements, des guérisons. Et même aujourd'hui, dans le silence de la nuit, certains sentent que les rêves contiennent quelque chose que la veille ne peut exprimer, quelque chose qui parle de l'intérieur ou de l'au-delà. En fin de compte, le sommeil demeure l'un des plus grands paradoxes de la vie. Un état où nous ne sommes pas conscients, et pourtant transformés. Un espace où nous ne voyons pas, et pourtant nous percevons. Un lieu où nous ne bougeons pas, mais voyageons. Dormir n'est pas seulement s'éteindre, c'est franchir un portail, un retour à l'origine, un rappel que, chaque jour, nous devons un peu mourir pour renaître à la vie. Le code génétique, un langage que nous ne savons pas encore lire. Dans chacune de vos cellules se trouve un livre écrit avec 4 lettres, A, T, C et G. Elles composent le langage de l'ADN, le manuel d'instruction de la vie. Chaque combinaison détermine une protéine, chaque séquence porte un plan, chaque gène est une phrase que le corps traduit avec une précision presque parfaite. Et pourtant, nous ne savons pas ce que veut dire la majeure partie de ce texte. Le projet Génome humain, achevé en 2003, fut une étape historique. Pour la première fois, l'humanité a cartographié tous les gènes formant un être humain, environ 20 000, organisés sur 3 milliards de paires de bases. Un exploit extraordinaire. Mais l'enthousiasme a vite laissé place à la perplexité, car ces gènes représentent seulement 1 à 2% du génome total. Et les 98% restants, ils ont longtemps été qualifiés de ADN poubelle. Une expression que l'on sait aujourd'hui totalement erronée. Les recherches récentes montrent que ces régions non codantes de l'ADN sont loin d'être inutiles. Elles contrôlent quand, comment et où les gènes actifs s'expriment. Ce sont comme des boutons, des interrupteurs, des rythmes. Certaines agissent comme régulateurs épigénétiques, d'autres comme récepteurs environnementaux. Certaines séquences produisent de l'ARN aux fonctions inconnues. D'autres semblent conserver des informations ancestrales. Ce que l'on appelait autrefois du déchet paraît désormais être le cerveau du code. Et même à l'intérieur des gènes connus, le mystère demeure. Pourquoi certains gènes ne s'activent-ils qu'à des moments précis de la vie? Pourquoi certaines maladies génétiques restent-elles dormantes pendant des décennies? Qu'est-ce qui détermine qu'une séquence se traduise en action et une autre en silence? L'épigénétique tente d'y répondre. Elle montre que le mode de vie, l'alimentation, le stress, les traumatismes et même l'amour peuvent tout activer ou désactiver des gènes sans modifier le code en lui-même. L'ADN est un piano, l'environnement le pianiste. Des études menées sur des jumeaux identiques, partageant le même génome, démontrent que ce n'est pas seulement le code qui définit qui nous sommes. Deux frères génétiquement identiques peuvent développer des maladies différentes, des talents distincts, des réponses opposées à un même stimulus. La biologie est bien plus dynamique qu'on ne le pensait. C'est un dialogue constant entre ce qui est écrit et ce qui est vécu. Mais l'ADN recèle encore des mystères plus grands.
Des segments entiers de notre code génétique sont d'origine virale. Environ 8% de notre génome provient de virus anciens ayant infecté nos ancêtres et qui, au fil des générations, ont été intégrés au code humain. Ces fragments, appelés rétrovirus endogènes, restent dormants, mais peuvent être réactivés dans certaines conditions. Cela soulève une hypothèse audacieuse. Une partie de ce que nous sommes a été écrite par des formes de vie non humaines. Et il y a plus. Certains scientifiques suggèrent que l'ADN stocke des informations au-delà de la biologie. Des études théoriques en bioinformatique ont montré que le code génétique peut être comparé à une langue, avec syntaxe, grammaire et même sémantique. Des linguistes et des mathématiciens ont découvert des motifs de redondance, des répétitions et des séquences ressemblant à des codes symboliques, comme si l'ADN était réellement un langage vivant. La question est, écrit par qui et dans quel but? À la frontière entre science et spéculation, certains chercheurs comme Francis Crick, l'un des découvreurs de la structure de l'ADN, ont envisagé l'hypothèse de la PFA, panspermie dirigée. L'idée que l'ADN humain pourrait avoir été semé sur Terre par des civilisations extraterrestres avancées. Bien qu'aucune preuve concrète ne soutienne cette théorie, elle illustre le degré de fascination que le code génétique exerce encore. Car c'est comme si quelqu'un avait laissé une lettre dans chacune de nos cellules et que nous essayons encore de la traduire. En 2019, des scientifiques ont créé le premier génome synthétique fonctionnel, réécrivant l'ADN d'une bactérie avec des mots nouveaux. Cela a ouvert la voie à la biologie synthétique, la possibilité de programmer des organismes vivants comme des logiciels. Mais si nous pouvons écrire, serons-nous un jour capables de tout comprendre de ce qui est écrit en nous? En fin de compte, le code génétique est comme un livre ancestral, une bibliothèque silencieuse héritée de milliards d'années d'évolution. Un mystère inscrit dans le corps attendant d'être lu. Et peut-être qu'en parvenant à comprendre chacune de ces phrases, nous découvrirons non seulement comment fonctionne la vie, mais pourquoi elle existe. Expérience de mort imminente, entre la vie et l'au-delà. Imaginez-vous au seuil de la fin. Votre cœur s'arrête, votre cerveau s'effondre. Cliniquement, vous n'êtes plus là. Et pourtant, vous vous voyez hors de votre corps. Le temps ralentit, une lumière intense s'approche. Vous ressentez une paix profonde, un amour immense, une lucidité jamais éprouvée. Puis, vous revenez, vous ouvrez les yeux, et vous réalisez qu'il y a quelques minutes, vous étiez ailleurs. Ce sont les expériences de mort imminente, ou EMI, des événements vécus par des personnes cliniquement mortes ou très proches de la mort, mais revenues. Et elles ont rapporté des récits étonnamment similaires. Ces expériences sont aussi fréquentes que mystérieuses. Les recherches indiquent que 10 à 20% des personnes ayant subi un arrêt cardiaque rapportent des EMI, même dans un contexte hospitalier, avec surveillance constante et absence totale d'activité cérébrale détectable. L'une des études les plus connues fut menée par le cardiologue néerlandais Pim van Lommel, publiée dans The Lancet en 2001. Il a documenté 344 cas d'arrêt cardiaque dans des hôpitaux et découvert que 62 patients ont rapporté des expériences extracorporelles, des lumières intenses, des rencontres avec des proches décédés et une sensation profonde d'unité et de paix. Tout cela dans un état considéré biologiquement incompatible avec la conscience. Mais comment cela est-il possible? Le modèle traditionnel des neurosciences affirme que la conscience est un produit de l'activité cérébrale. Sans synapses, pas de pensée. Sans impulsion électrique, pas de mémoire. Mais les récits d'EMI défient cette vision. Dans de nombreux cas, les patients décrivent des détails précis de l'environnement, comme des phrases prononcées par les médecins, des objets dans la salle ou des procédures réalisées, alors qu'ils étaient inconscients, intubés ou déclarés cliniquement morts. Comment l'expliquer? Certains chercheurs suggèrent que la conscience pourrait persister quelques minutes après la mort clinique, dans une sorte d'état résiduel. D'autres avancent que le cerveau, en agonie, déclenche une dernière décharge de neurotransmetteurs créant une hallucination lucide. Mais aucune de ces explications ne couvre toute l'ampleur du phénomène, en particulier la cohérence des récits, à travers différentes cultures, âges, croyances et conditions médicales. Raymond Moody, psychiatre et auteur du livre « La vie après la vie », fut le premier à populariser l'expression « expérience de mort imminente », après avoir interrogé des centaines de patients dans les années 1970.
Il remarqua que, malgré les différences culturelles, les éléments récurrents se répétaient. La sensation de flotter hors du corps, le tunnel de lumière, la rencontre avec des proches disparus, la revue de la vie comme un film, et enfin, une décision de revenir. Pour certains, c'est une preuve de l'existence de l'âme. Pour d'autres, une frontière encore inexplorée de la neurophysiologie. Plus récemment, une étude de l'Université de New York, dirigée par Sam Parnia, a analysé 567 patients ayant subi un arrêt cardiaque aux États-Unis et au Royaume-Uni. Parmi eux, 28% ont rapporté des souvenirs compatibles avec des EMI. Certains ont décrit l'impression d'observer les médecins hors de leur propre corps. D'autres ont évoqué une évaluation morale profonde de leur vie, non pas par un juge externe, mais par une conscience supérieure qui était en même temps eux-mêmes, une sorte de miroir cosmique. Ces récits soulèvent une question troublante. La conscience serait-elle indépendante du corps physique? Serait-elle enracinée dans une autre dimension de la réalité? Ou existe-t-il en nous un accès à des couches plus profondes de perception qui ne se révèlent que lorsque l'esprit rationnel se dissout? Des philosophes comme Plotin, des mystiques comme Rumi et des spiritualistes de toute tradition ont décrit des expériences très proches des EMI dans leurs écrits. État d'unité, absence d'ego, lumière infinie, amour inconditionnel. Pour eux, ces expériences ne sont pas des anomalies, mais des aperçus du réel. Et peut-être que la mort, plutôt qu'une fin, est simplement la levée d'un voile. Mais la science avance avec prudence. Beaucoup de médecins hésitent à parler publiquement des EMI de peur d'être considérés comme mystiques. Pourtant, les recherches continuent et accumulent des données qui suggèrent que quelque chose de réel est à l'œuvre. Quelque chose qui transcende le cerveau. Quelque chose qui, peut-être, commence précisément là où la vie telle que nous la connaissons se termine. En définitive, les expériences de mort imminente n'apportent pas de certitude, mais elles offrent des questions, et pour beaucoup de ceux qui les ont vécues, une nouvelle manière d'appréhender l'existence. Un profond sentiment de but, une perception claire que l'amour est plus important que la peur, et une intuition silencieuse que la conscience ne s'arrête pas avec le dernier battement. Peut-être change-t-elle simplement de forme, l'esprit sur le corps, placebo, nocebo et pouvoir mental. Vous prenez une petite pilule blanche, inoffensive. Le médecin vous dit qu'elle va soulager votre douleur. Quelques minutes plus tard, la douleur disparaît. Mais il y avait un détail. La pilule ne contenait aucun médicament. Elle n'était faite que de sucre. C'est l'effet placebo, la guérison produite par la croyance. L'un des phénomènes les plus étudiés en médecine, et en même temps, l'un des plus mal compris. Le placebo n'est pas seulement psychologique, il est physiologique. En croyant être traité, le cerveau libère des endorphines, de la dopamine, de l'ocytocine, et module même l'activité immunitaire. Des études de neuroimagerie montrent des changements réels dans les zones cérébrales liées à la douleur, à l'humeur et à l'anxiété après l'utilisation de placebo. La croyance active des systèmes biologiques, même sans substance active. En 2002, une étude menée au Baylor College of Medicine aux États-Unis fit sensation. Des patients souffrant de douleurs intenses au genou furent divisés en deux groupes. L'un reçut une chirurgie réelle, l'autre une chirurgie simulée, avec incision, anesthésie et tout le protocole, mais sans aucune intervention à l'intérieur du genou. Résultat, les deux groupes s'améliorèrent dans la même proportion. Cela démontra que l'attente de guérison peut être aussi puissante que l'intervention elle-même. Et ce n'est pas seulement pour la douleur. Les placebos ont montré de l'efficacité dans des cas de dépression légère, de syndrome du côlon irritable, de Parkinson, d'insomnie et même de dysfonction sexuelle. Cela ne signifie pas qu'il s'agisse de fausses guérisons. Cela signifie que le cerveau, lorsqu'il croit, agit comme un médicament. Mais il existe aussi l'autre côté, moins connu mais tout aussi puissant, l'effet nocebo. Il survient lorsque le patient croit qu'un effet négatif va se produire, et cela se produit. L'attente négative provoque des symptômes réels. Nausées, maux de tête, aggravation de l'état clinique. Dans des essais cliniques, des patients informés d'effets secondaires possibles, même lorsqu'ils prennent un placebo, se mettent à présenter les symptômes annoncés, comme si l'esprit, en anticipant la douleur, invitait le corps à la ressentir. Ce phénomène éclaire le pouvoir des mots, des croyances et de la suggestion. Quand un médecin dit « il n'y a rien que nous puissions faire »,
l'impact n'est pas seulement émotionnel, il est biologique. Le désespoir infiltre les systèmes neurochimiques, bloquant les processus de régénération. À l'inverse, quand une personne se sent écoutée, soignée, respectée, les marqueurs inflammatoires chutent, le système parasympathique s'active et la guérison commence, même avant que le médicament n'agisse. Mais comment cela fonctionne-t-il? Les neurosciences apportent quelques pistes. Le cortex préfrontal, siège du raisonnement, communique avec le système limbique qui traite les émotions. Ce système influence l'hypothalamus qui régule le système endocrinien et celui-ci à son tour affecte le système immunitaire. C'est une cascade de communication entre l'esprit et le corps. Les pensées deviennent hormones, les émotions deviennent inflammation ou guérison. L'épigénétique renforce cette idée. Elle montre que notre manière de penser et de ressentir peut activer ou désactiver des gènes. Les émotions chroniques, comme la peur, la colère ou la culpabilité, affectent l'expression génétique liée aux maladies auto-immunes, au cancer et aux troubles mentaux. À l'inverse, la gratitude, le pardon et l'espoir renforcent le système immunitaire, favorisent la régénération cellulaire et réduisent le stress oxydatif. La science commence à comprendre que le corps répond au sens que nous donnons à la vie. Dans des pratiques comme l'hypnose, la méditation guidée ou les visualisations thérapeutiques, des patients rapportent la régression de symptômes, le contrôle de la douleur, une amélioration du sommeil et même la rémission de maladies chroniques. Le cerveau, convaincu de la guérison, oriente le corps pour l'accomplir. Et si cela est possible avec des images mentales, des croyances et des intentions, que pourrions-nous accomplir si nous apprenions à utiliser ce pouvoir de manière consciente? Il ne s'agit pas de nier la médecine conventionnelle, mais d'élargir sa vision. Le médicament est réel, la chirurgie est réelle, mais le contexte l'est aussi. La confiance dans le professionnel, l'environnement, l'histoire personnelle du patient, la façon dont la maladie est comprise. Tout cela façonne le résultat. La guérison, alors, n'est pas seulement chimique, elle est relationnelle, elle est narrative, elle est mentale. Et cela nous conduit à une conclusion profonde. L'esprit n'est pas séparé du corps, il est le corps. Il est l'intelligence vivante qui ressent, pense, croit, choisit et parfois guérit. Nous sommes faits de chair, oui, mais aussi de sens. Et ce sens est peut-être le plus puissant principe actif de la vie. Où allons-nous? Le futur mystérieux du corps humain. Pendant des millions d'années, le corps humain a évolué lentement. Des cellules solitaires aux organismes multicellulaires, des reptiles ancestraux à la station debout, de la pierre à la pensée. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le temps s'est accéléré. L'évolution ne suit plus seulement les lois de la sélection naturelle. Désormais, le corps humain est sur le point d'être reprogrammé par nous-mêmes. Nous vivons à l'ère de la médecine génétique, de la biotechnologie et des neurosciences de précision. Et pour la première fois de l'histoire, nous avons le pouvoir de modifier consciemment ce que signifie être humain. Avec la technique CRISPR-Cas9, les scientifiques peuvent éditer l'ADN avec une précision inédite. Les gènes défectueux peuvent être corrigés, les maladies héréditaires éliminées et, potentiellement, les capacités humaines amplifiées. Mais où se situe la limite entre guérison et amélioration? Les recherches en neurotechnologie connectent déjà des cerveaux humains à des machines. Les interfaces cerveau-ordinateur sont testées pour redonner des mouvements à des personnes paralysées, permettre la communication par la pensée et même accéder directement aux souvenirs. Le projet Neuralink, lancé par Elon Musk, vise à créer un pont entre l'esprit humain et l'intelligence artificielle. Cela soulève une question troublante. La conscience peut-elle être numérisée? Si le cerveau peut être lu, pourra-t-il un jour être copié? Et s'il est copié, est-ce encore vous ou seulement une simulation? La physique, la philosophie et l'informatique débattent encore. Mais la graine est plantée. Le corps n'est plus une limite fixe. Il est une base, un point de départ. Dans le même temps, la médecine régénérative progresse. Des tissus sont cultivés en laboratoire. Des organes sont imprimés en 3D. Des cellules souches sont utilisées pour régénérer cornée, cartilage, cœur. La promesse est audacieuse. Vivre plus longtemps et vivre mieux. Mais à quel prix et dans quel but? Peut-être encore plus radical est l'avancée de l'intelligence artificielle et de la robotique. Il existe déjà des bras bioniques contrôlés par la pensée,
des yeux artificiels qui restaurent partiellement la vue, des exosquelettes qui multiplient la force humaine. Bientôt, la frontière entre le corps et la machine pourrait se dissoudre. Nous serons des hybrides, des cyborgs, les prolongements de nos propres créations. Et ce n'est pas seulement le corps physique qui change. La perception même du moi pourrait se transformer. Des états de conscience élargis, induits par des psychédéliques thérapeutiques, sont étudiés dans des universités comme Johns Hopkins ou Imperial College London. Des substances comme la psilocybine, la DMT et la kétamine montrent leur capacité à restaurer des réseaux cérébraux endommagés, à traiter des dépressions résistantes et à induire des expériences mystiques transformatrices. Cela suggère que le potentiel inexploité de l'esprit humain est immense, non seulement pour guérir, mais pour s'éveiller. Parallèlement, le mouvement transhumaniste gagne du terrain. Il défend l'utilisation de la technologie pour transcender les limites biologiques. Ses partisans rêvent de corps immortels, d'esprits connectés, de consciences éternelles dans des supports numériques. Mais les philosophes mettent en garde. Sans sagesse, le pouvoir mène à la ruine. Si nous prolongeons la vie sans but, nous n'allongeons que l'ombre. Le véritable progrès ne résidera peut-être pas dans le fait de vivre plus longtemps, mais dans le fait de vivre plus intensément. Car même avec tous les progrès, le corps restera un corps. Il ressentira encore la douleur, la perte, l'amour, la présence. Il sera toujours sensible au regard, aux gestes, au silence. Il vibrera encore au son de la musique, à l'odeur de la terre mouillée, au contact d'une main amie. Et peut-être est-ce justement là dans la fragilité, que réside la grandeur de ce que nous sommes. Où allons-nous? Peut-être vers des corps plus résistants, des cerveaux élargis, des vies plus longues, mais aussi peut-être vers l'intérieur, vers une redécouverte du silence, de la nature, de l'essence oubliée. Car au fond, ce n'est pas le corps qui définit l'humain, c'est le mystère qu'il porte. La capacité de ressentir, d'imaginer, de transformer, et surtout, de questionner. Nous sommes un mystère qui respire. Vous êtes là, en train de respirer. Peut-être les yeux fermés, peut-être l'esprit ailleurs, voyageant entre images, sensations et pensées. Peut-être vous êtes-vous assoupi quelque part au cours de ce voyage. Ou peut-être êtes-vous éveillé d'une nouvelle façon, plus silencieuse, plus profonde. Le corps, cette maison faite de chair, d'os et d'étoiles, pulse. Même si vous ne dites rien, même si vous restez immobile, des mondes entiers se meuvent en vous. Et maintenant, vous le savez, le corps humain n'est pas seulement une machine, ni seulement une prison. Il est un mystère vivant, une carte que nous n'avons pas encore déchiffrée, une bibliothèque écrite en code que nous ne savons pas lire, une antenne qui capte ce que nous ne comprenons pas encore, un pont entre le visible et l'invisible, entre la raison et l'inexplicable, entre la science et l'âme. Chaque battement de cœur porte des mémoires qui ne sont peut-être pas seulement les vôtres. Chaque cellule vibre de l'énergie héritée de milliards d'années. Chaque organe est un instrument, et ensemble, ils forment une symphonie jouant la mélodie de votre existence. Et même avec toute la technologie, avec tout le savoir accumulé, la plus grande partie demeure mystère. Mais peut-être que le plus beau n'est pas de savoir. Peut-être que le plus beau est de ressentir. Ressentir qu'il y a de l'intelligence dans le silence, qu'il y a de la sagesse dans l'intestin, de l'émotion dans la peau, de l'intuition dans la poitrine, et que peut-être la conscience n'est pas seulement dans le cerveau, mais partout. Peut-être que nous sommes disséminés dans le corps entier. Peut-être que nous sommes une étincelle essayant de comprendre son propre feu, un miroir tentant de se voir lui-même. En ce moment, quelque chose de magique se produit en vous. Vos yeux, même fermés, continuent de traiter la lumière. Votre cerveau, même au repos, reconstruit des souvenirs, guérit des blessures, réorganise des rêves. Votre cœur, infatigable, transporte l'espérance à chaque battement, et votre esprit flotte. Entre questions et possibilités, nous sommes mystères, nous sommes questions, et peut-être sommes-nous la réponse elle-même, pas encore comprise. Alors respirez, et souvenez-vous, vous n'êtes pas fait seulement d'os, de gènes ou de pensées. Vous êtes fait de tout cela et de ce qui n'a pas encore de nom. Bonne nuit, bonne vie et bon voyage à l'intérieur du corps, là où réside l'infini.